Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier Canson consacré aujourd'hui à la peinture à l'huile. Donc le temps que tout le monde se connecte, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous m'entendez bien, si vous voyez bien l'image. Aujourd'hui, une nouvelle mouture pour cet atelier dans un autre endroit. Et voilà, j'espère que tous les petits problèmes techniques inhérents parfois à la focale, etc. seront mieux gérés avec l'installation qu'on a fait aujourd'hui avec la précieuse aide de mon ami Joseph. Le temps de se préparer. Alors, comme j'ai dit, j'ai répondu à pas mal de questions pendant les commentaires, notamment vous pouvez utiliser de l'acrylique ou de la gouache, nous aurons les mêmes effets. C'est juste qu'absolument, il ne faudra pas le même diluant. Je vais en parler très vite. Le temps que vous installiez, il vous faut les trois couleurs primaires, que ce soit du jaune, du rouge et du bleu. Je serai plus nuancé tout à l'heure. Et si vous avez de l'ocre jaune ou de la terre de sienne, un grand papier, un deuxième pour faire des petits exercices, vous allez voir comment mélanger les couleurs. Et il vous faut 2 godets, je vais expliquer, avec de l'essence de térébenthine et du white spirit idéalement. Si vous n'avez pas l'un ou l'autre pour la peinture à l'huile, je vous expliquerai la différence. Nous allons pouvoir travailler avec les deux. Aujourd'hui, nous allons travailler donc sur du papier XL. Donc là, c'est le grand format qui est installé en ce moment. Du papier XL de chez Canson, spécial huile et acrylique. Voilà. Vous avez en 2 formats. Format 4, moi j'ai un format A3 pour travailler, notamment, voilà, le tableau. Nous allons travailler aussi avec une huile super fine de chez Georgian, d'Aileron. Là, vous avez, j'ai un gros tube de blanc. Le blanc va être essentiel, vous allez comprendre pourquoi. Et là, mes couleurs, donc c'est des couleurs super fines, sont vraiment très agréables à travailler et toujours très abordables au niveau des prix. Donc ça, c'est vraiment un rapport qualité-prix qui est vraiment exceptionnel. Et nous allons travailler avec des pinceaux, là en l'occurrence des pinceaux en soie de porc. Je vous expliquerai aussi la différence entre la martre, l'écureuil, les poils synthétiques, voilà, de chez Aileron, Georgian, de la même manière. Je fais un tout petit point pour voir si vos commentaires me confirment que vous entendez bien. Et on va commencer. Alors, hop, commentaire. Alors, donc aujourd'hui nous allons travailler la peinture à l'huile. Attendez, je vois pas les commentaires. C'est moi-même sur ma configuration. Oh, excusez-moi, les petits. Attendez, hop. Là, je ne vois pas vos commentaires. Voilà. Très bien, nous allons commencer. Alors, la peinture à l'huile. La peinture à l'huile a été inventée il y a assez longtemps, mais surtout ça a permis pour les primitifs flamands et italiens de travailler la peinture dans un laps de temps plus long et de permettre de faire des glacis. Notamment, on expliquera ce que sont que les glacis. La peinture à l'huile va permettre par son temps de séchage qui est effectivement plus long, mais de travailler plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Avant, on travaillait à la fresque, à la tempéra, et ça ne me permettait pas d'avoir un travail longtemps dans le temps. Il fallait travailler tout dans une journée. La peinture à l'huile va nous permettre de travailler plus longtemps. Donc la peinture à l'huile contient en elle-même de l'huile et on va le diluer avec ce qu'on appelle un diluant. Ça va être de l'essence de térébenthine. Donc l'essence de térébenthine, vous pouvez en trouver dans le commerce, c'est de l'huile de pain, de l'essence de pain qui a une certaine odeur. Moi, je vais utiliser aujourd'hui un diluant qui a faible odeur. Et ça, c'est très pratique si vous voulez travailler chez vous. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous procurer de chez Aileron ces médium qui permet de travailler et qu'il n'y a pas l'odeur comme ça de la térébenthine.
Nous allons travailler avec deux petits godets que je montre là. Un avec de la térébenthine, là avec du white spirit. Et le white spirit va nous permettre de nettoyer les pinceaux. Voilà. Donc les pinceaux, quand vous les achetez, souvent par exemple, ils sont un petit peu rigides. Moi je vous conseille par exemple de les tremper un petit peu, voilà, dans la térébenthine. Et vous utilisez du sopalin pour enlever l'après comme ça. D'accord? Donc on va faire un exercice très rapide, comme ça il va permettre de sécher assez rapidement. Et après on va voir des choses beaucoup plus vastes sur toutes les couleurs. Alors ce qu'on va faire, vous avez une petite palette. Si vous n'avez pas de palette, vous pouvez prendre une assiette en porcelaine, un support. Voilà. Donc là on va mettre nos couleurs, là. Du jaune. Voilà. Du carmin, qui est un rouge dit primaire. Voilà. Il vous paraît un peu sombre, mais il est beaucoup plus clair. Du bleu. Alors, le bleu primaire va se rapprocher du bleu céruléum. Là, on a un bleu plus outremer, mais ça va faire l'affaire aussi. Et là, je vais mettre aussi de l'ocre jaune et du terre de sienne. Voilà, ocre jaune et terre de sienne. Hop, voilà. Nous allons faire l'exercice tout de suite pour préparer notre support. Donc là, vous avez un support, j'ai mis du scotch repositionnable pour définir, vous voyez, à peu près le rapport homothétique entre notre modèle et là. Donc ça, c'est un tableau que j'ai moi, j'ai une petite collection de tableaux, très modeste, hein. J'ai pas des Rembrandt, des Goya chez moi, mais ça, c'est un artiste, un petit maître, et la toile date de 1881. Voilà, mais c'est vraiment intéressant d'avoir un vrai tableau en face de nous pour pouvoir y travailler. Donc ce qu'on va faire, on va prenez un pinceau plutôt large. Si vous n'avez pas exactement le même format que moi, ce n'est vraiment pas grave, vous pouvez le faire en plus petit. Ce que vous allez faire, vous allez prendre votre térébenthine. Je vais vous expliquer après pourquoi, mais je voudrais le faire tout de suite pour pouvoir avancer. Là, j'ai une petite feuille de papier pour voir comment on donne la couleur. Je prends un peu de couleur et vous voyez, ça, c'est comme de l'aquarelle, de la gouache. Sauf que là, le diluant, c'est de la térébenthine. Et je vais en rajouter encore plus. Jusqu'à obtenir, vous voyez, voilà, je mouille de plus en plus, comme un jus coloré transparent. D'accord? Et on va passer toute notre surface avec cette couleur. C'est parti. Voilà. Vous pouvez vous servir du papier aussi comme réserve de couleur. Voilà. Faites des grands traits. Voilà. Et vous mouillez toute votre surface. Si vous êtes à l'acrylique ou à la gouache, faites pareil, mais vous diluez beaucoup avec de l'eau. Alors chez vous, si vous êtes à l'acrylique ou à la gouache, ça va sécher beaucoup plus vite. Mais là, je vais vous montrer que la peinture à l'huile peut sécher extrêmement vite. D'ailleurs, elle va s'oxyder, on va dire, plutôt que de sécher, si on utilise beaucoup de térébenthine. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la peinture à l'huile ne sèche pas vite, tout simplement parce que dès les premières couches, si vous utilisez beaucoup d'huile de lin, par exemple, bah, évidemment, ça ne va pas sécher avant longtemps. Donc là, voilà, vous faites des grands aplats. Voilà. Et ça, on va le laisser réserver un petit peu, mettre de côté. Voilà. Je fais ça dès le début de la séance, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Voilà. Et donc là, on va appliquer ce que moi je vais appeler une impression. Des personnes vont dire un fond coloré sur une surface blanche. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Et ça, vous le laissez reposer à côté de vous. Voilà. Faites des grandes lignes comme ça. Et on va le laisser reposer un petit peu. D'accord? Donc cette couleur ocre qui va nous servir de fond. Je mets ça de côté pour l'instant. Alors, pour vous montrer un petit peu comment fonctionne la peinture à l'huile. Je regarde si on voit bien. Alors, si
Là, je pars du principe, là par exemple, vous avez votre tube de peinture à l'huile. Cette peinture contient de l'huile, elle est déjà grasse. Si vous l'utilisez directement, ça va sécher lentement. Donc il y a une règle qui s'appelle la règle du gras sur maigre, qui consiste à avoir une progression verticale de la toile. Souvent on me demande, mais est-ce qu'il faut commencer par le ciel, la mer, les vagues, les personnages? C'est pas tant de savoir si on commence en haut à droite, en bas à gauche, etc. C'est de savoir comment j'ai ma progression depuis le support jusqu'aux couches picturales les plus claires. Donc là, mon tube contient de la peinture à l'huile. Avec beaucoup d'huile, c'est gras. Si je peins directement avec ça, ça va mettre du temps à sécher. Si je mets plus de térébenthine, ma peinture, c'est ce qu'on a obtenu là, est devenue maigre. Et elle va sécher rapidement. D'accord? C'est-à-dire qu'elle va s'oxyder en fait. Votre peinture à l'huile ne va pas sécher ou plus rapidement face à du chauffage, à l'air libre, etc. Ça va évidemment jouer un peu, mais c'est pas tant ça. Ça va être l'oxydation qui va être primordiale. Si vous mettez beaucoup de térébenthine, la peinture va rester maigre. Et ensuite, plus vous progressez vers le gras, moins vous mettez de térébenthine. Là, vous prenez la couleur qui sort du tube, qui est déjà grasse. Et là, après, pour avoir une peinture plus grasse et qui recouvre encore plus, vous rajoutez ce qu'on appelle de l'huile de lin. Et là, on va arriver à une matière très grasse qui, effectivement, peut mettre du temps à sécher. Donc là, voilà de l'huile de lin. Donc, si vous travaillez, c'est-à-dire qu'il faut que votre diluant, c'est la térébenthine. Si votre diluant, c'est directement l'huile de lin, mais vous allez être très gras direct. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc, il faut avoir cette progression de maigre jusqu'au gras. D'accord? C'est-à-dire cette règle qu'on appelle du gras sur maigre. Je vous montre un autre petit croquis. Cette fameuse progression verticale, que j'appelle verticale. Là, vous avez le support. Là, ça peut être votre toile, votre carton toilé, ça peut être un bout de bois préparé, je vais le montrer. Ça peut être un papier préparé, comme on travaille avec notre Canson XL en ce moment. Vous avez l'impression, c'est ce qu'on vient de passer pour l'instant avec la couche ocre. Ensuite, vous avez les couches picturales, gras sur maigre. Ça progresse, ça progresse, ça progresse. Et une fois que le tableau est fini, on peut agir avec ce qu'on appelle des glacis. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que veut dire glacis. Et en tout dernier, chose qu'on ne pourra pas faire évidemment aujourd'hui, nous obtiendrons une peinture totalement sèche et ensuite une couche de vernis pour à la fois rendre le tableau soit mat ou brillant et surtout le protéger. Donc ce qui est important, c'est cette progression verticale. Quand je vous ai mis des petits exemples sur le lien, je vous ai mis des tableaux de Hopper, de Goya, de Rembrandt. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que avec cette fameuse règle de gras sur maigre, on aura tendance à la peinture à l'huile d'aller du plus sombre jusqu'au plus clair. Je m'explique. C'est un tout petit peu de théorie, mais c'est très très important. Quand vous faites, et on a fait souvent des cours de peinture à l'aquarelle, l'aquarelle va agir sur un papier blanc qui lui-même va être défini comme une réserve. Le blanc à l'aquarelle, c'est quand il n'y a aucune intervention de la couleur. En revanche, sur un tableau à peinture à l'huile ou avec toutes ces matières dites opaques, les surfaces les plus claires seront les surfaces les plus empâtées. Gras sur maigre, maigre, ça doit être des couleurs plutôt sombres, comme le fond qu'on vient de faire, et de plus en plus clair, ça va être de plus en plus gras. Donc c'est vraiment l'inverse de l'aquarelle. C'est deux démarches totalement différentes. D'accord? Donc à ce moment-là, il faut savoir comment utiliser nos couleurs. Petite parenthèse néanmoins, parce que cette règle-là est valable pour une certaine peinture, on va dire qu'apparaît au 15e ou au 16e. Mais là, par exemple, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un bout de bois. Les peintres travaillaient avant, il n'y avait pas de toile forcément, on travaillait sur du bois, et on préparait. On préparait comme ça, avec de la colle de peau, et de la chaux, de la craie, etc. Et on passait comme ça. Les primitifs flamands et les primitifs italiens vont travailler sur un fond blanc à base de glacis. Il faut savoir que la peinture à l'huile a eu ce déclic-là, notamment grâce aux vitraux dans les églises, à ces fameux verres colorés qui permettaient d'éclairer, d'illuminer des surfaces. Donc là, nous allons, quand vous travaillez là-dessus, le blanc ne vient pas par empâtement, mais il passe par dessous en fait. Mais ça, on va pas travailler comme ça aujourd'hui parce que quand vous regardez un Rubens, quand vous regardez un tableau de Goya, de Rembrandt, etc.,
vous avez ce fond coloré qui est assez sombre et ça va aller de plus en plus clair. À tel point qu'au 19e, Courbet va utiliser, même plus que l'ocre qu'on a mis, qui va utiliser carrément un fond noir, quasiment noir, et il va peindre par-dessus pour avoir beaucoup plus d'effet. On va faire des petits mélanges colorés qui vont nous servir pour la peinture. Alors vous prenez une petite feuille, voilà, on va prendre un pinceau un peu plus petit, et on va mélanger les couleurs. Regardez. Donc là, vous allez prendre un petit peu de bleu, par exemple. Alors là, vous le prenez la peinture pure. Vous mettez un petit peu de bleu, ok, et vous allez pouvoir essuyer à tout moment avec du sopalin. Alors, si vous avez de la térébenthine chez vous, je vous conseille plutôt de prendre des sopalins, parce que ça sent fort sur des chiffons. Quand on les garde, ça peut vraiment tourner la tête. Si vous êtes en intérieur avec de la térébenthine, n'hésitez pas à aérer l'espace pour pouvoir ne pas avoir des maux de tête et que ça soit pas désagréable. Donc là, par exemple, j'ai mon bleu, je vais prendre un tout petit peu de jaune, et évidemment, le mélange des deux va me créer une secondaire qui est du vert. Voilà, j'enlève un peu de peinture, je rajoute du jaune, et ça me fait une transition du bleu jusqu'au jaune. Voilà. Je suis mon pinceau, voilà. D'accord? Alors ça c'est très pratique, gardez bien ça parce que ça nous servira tout à l'heure. D'autres mélanges, on pourra en faire des dizaines. On pourrait passer du bleu avec le carmin pour obtenir des violets. On peut utiliser du carmin. Voilà, du carmin. Je vais mettre un petit peu de jaune. Hop. Et voilà, ça va se transformer une couleur plus orangée. Voilà. Prendre du jaune. Et je reviens à mon jaune aussi pur. Donc là, les couleurs se mélangent. Et troisième mélange, avec le bleu et le carmin, je prends du bleu. Et je vais mélanger avec du carmin pour obtenir un violet très sombre. Je nettoie toujours dans mon white. Je prends du carmin. Voilà. C'est assez grossier, mais c'est exprès, je laisse un peu de matière, vous verrez, parce que ça nous servira de palette tout à l'heure. Ensuite, on va faire un autre petit mélange, et là, on aura besoin de blanc. Alors, je vous conseille, quand vous faites de la peinture à l'huile, on a beaucoup besoin de blanc. Donc, vous voyez un gros tube de chez Giorgiane de Delairone, très bien. Donc là, je vais en mettre un bon paquet, on en aura besoin. Et on va obtenir des couleurs dites ternaires, c'est-à-dire des couleurs avec la présence des trois primaires. Je vais rajouter un petit peu de jaune. Et on va les diminuer avec... Et après, on passera au tableau, vous inquiétez pas. Mais ça va vous être très très utile, vous allez voir. Donc là, par exemple, hop, vous nettoyez votre pinceau. Vous prenez un peu de bleu. Ok. Maintenant, un peu de carmin. Ok. Et ça donne une couleur assez sombre. Je rajoute un petit peu de jaune, donc présence des trois primaires. Et j'obtiens des couleurs qui sont indéfinies, qui vont être appelées des couleurs terre. Couleurs terre qui sont là, sorties du tube. Mais dans l'absolu, vous pourriez faire tout le spectre coloré uniquement avec les trois couleurs primaires. Vous faites ça, d'accord? Et là, vous allez voir comment ça va marcher. Vous allez obtenir ce qu'on appelle des gris chromatiques. Vous avez vu, je n'utilise pas, alors n'hésitez pas à changer souvent de sopalin. J'ai pas de noir sur ma palette. Je dis pas que le noir n'est pas... Évidemment, on peut utiliser le noir, etc. Mais pour les choses les plus sombres, on verra qu'on peut l'utiliser. Mais on peut obtenir des choses, vous voyez, très très sombres comme ça, uniquement avec les primaires. Prenez, en nettoyez bien le pinceau. Voilà. Prenez un tout petit peu de blanc et mélangez. Voilà. Et vous étirez la peinture. Et là, j'obtiens un gris, mais légèrement rosé. Très bien. Je nettoie. Je reprends du blanc. Et je le fais à cet autre niveau, là où j'ai rajouté un petit peu de jaune. J'obtiens un blanc gris, mais là, légèrement orangé.
Ok. Je mélange de nouveau avec le blanc dans cette surface-là. Et là, je vais avoir un autre type. Voilà. J'ai des nuances différentes qu'on va retrouver dans un tableau pour obtenir des ciels. Ce qui permet de ne pas avoir un ciel uniquement bleu et blanc. Ce qu'on appelle, ce que je vais appeler des gris achromatiques. Quand j'utilise que du noir, et là j'ai des gris chromatiques. Là, je vais prendre un peu de cette couleur-là. Voilà. Et là vous pouvez vous amuser. Ah, c'est un peu rose, un petit peu bleu. Je rajoute du blanc et du jaune. Voilà. J'essaye d'obtenir une teinte. Là, vous voyez, c'est assez proche de l'ocre. Je rajoute un petit peu de bleu. C'est un petit peu vert, donc je rajoute un petit peu de carmin. Voilà. Et vous voyez que ma progression, je ne le fais pas en sphère. J'essaye de faire des petites progressions parce que cette peinture, je pourrais aller piocher dedans de temps en temps. Là, c'est assez... Je vais mettre une toute petite pointe de jaune. Voilà. Et là, à la fin, du blanc. Voilà. Et là, j'obtiens un gris, mais qui est légèrement teinté. Et c'est ça qui va faire la différence sur un tableau. Autre chose. Là, vous avez un papier blanc. Si je prends du blanc sur du blanc, bah, il ne se passe rien. En tout cas, pas grand-chose. Prenez la métaphore, mettons, si vous dessinez un paysage enneigé et que vous avez un toit recouvert de neige. Vous pouvez vous dire, si je mets du blanc sur du blanc, ben, il ne va rien se passer. Alors que si je peins les tuiles en rouge et après je remets du blanc comme la neige s'est déposée sur le toit, à ce moment-là, je vais voir une neige qui va vibrer. Vous voyez que le blanc, et je pense que là à l'image, vous le voyez, ça ne vibre pas beaucoup. J'ai préparé une petite. Voilà. Tout à l'heure, on a fait une impression plutôt ocre, comme ça. J'ai fait des impressions de couleurs différentes. Et vous allez voir, par exemple, je nettoie mon pinceau. Hop. Et vous voyez le blanc sur le blanc sur le blanc, ça vibre pas beaucoup. Là, je vais prendre du blanc et je vais le passer sur mes impressions différentes. Et ce qui se passe, c'est que le blanc va vibrer différemment, non pas par les couches supérieures, mais par les couches inférieures. Si ça, c'est par exemple un nuage, vous voyez, dessous, ça va vibrer différemment parce que l'impression est différente. Ça, c'est une règle qui va être fondamentale et qu'on va retrouver même dans l'art moderne. Encore hier, j'ai vu une émission sur des tableaux de Matisse, et je l'avais vérifié quand je l'avais vu en vrai, sur ces fameux ateliers rouges de Matisse, j'avais vu que sous son atelier rouge, dit rouge, il avait fait une couche verte. Alors pourquoi verte? Parce qu'il a choisi la complémentaire. Cette couleur-là est une couleur à peu près passe-partout. Si vous voulez commencer une toile, prenez toujours un fond ocre, c'est ce qui marche le plus facilement pour nous. Le fond ocre va nous permettre de faire à la fois des carnations, des paysages, etc. Excusez-moi. Donc, vous voyez la différence? Voilà. Si vous voulez, par exemple, un soleil couchant, vous allez pouvoir privilégier une impression, un fond plutôt jaune-orangé. Si c'est un univers plutôt froid sous la neige, ben, le fond sera plutôt dans les verts. D'accord? Est-ce que vous avez un petit peu compris le principe? Alors, je tiens à souligner, on va tout de suite passer à la peinture, parce que vous voyez, ça a déjà dû sécher. Ça fait comme 10 minutes que je parle, que je fais ces petites démonstrations, ça a déjà dû sécher. Je vous ai mis en exemple des tableaux de Hopper. Pourquoi Hopper? Vous connaissez tous Edward Hopper et ses vues excusez-moi, hop, ouais, ces vues de paysages américains. Et ça va nous permettre de voir que ce peintre-là a une maîtrise totale des effets que l'on retrouve dans le bras du Marat assassiné de David. C'est-à-dire qu'il va peindre la carnation foncée et après, il va rajouter quelque chose de plus clair par-dessus. D'accord?
Donc là, par exemple, si c'est pas encore tout à fait sec, vous pouvez tapoter légèrement. Voilà. En temps réel, mais en tout cas, ça vous permet d'avoir un fond. Voilà. N'hésitez pas à tapoter un tout petit peu. Voilà. Nous avons notre fond. D'accord? Alors, il y a plusieurs façons de commencer une toile, par exemple. Soit vous travaillez sur un fond clair. Vous pouvez faire le dessin au fusain ou au crayon. Là, j'ai une progression d'une toile que j'avais fait d'après une toile du Baron Gros. Donc là, j'ai la toile blanche, j'ai fait le dessin au crayon, au fusain si vous êtes sur une toile pour éviter de creuser la toile. Ensuite, l'impression qu'on a fait et ensuite les couches picturales de plus en plus blanches. Là, il y a le dessin en amont. Là, comme le dessin est très simple, nous allons le dessiner directement avec hop, ma petite palette là. Directement avec un pinceau. Donc je vais prendre un pinceau, voilà, un petit peu plus fin. Et là, je vais prendre une couleur, donc là, une couleur terre de ciel. Si vous n'avez pas cette couleur-là, venez la prendre là, par exemple. Hop, prenez-la un petit peu. Et on va dessiner un petit peu l'horizon donc de ce paysage. Donc là, à peu près au tiers, vous voyez, 1, 2, 3. Au tiers inférieur, vous faites une petite ligne d'horizon. D'accord? Et là, vous allez dessiner très doucement avec, vous voyez, c'est assez dilué dans la térébenthine. Ce n'est pas trop gras. Alors, si c'est pas exactement comme le dessin, pas de souci. Voilà. Là, on a les rochers, même si c'est sommaire. Voilà. Voilà. Et on aura l'horizon. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va commencer par les choses les plus sombres. Là, vous voyez que on a une espèce de dune avec du sombre et puis après un petit peu de vert. Prenez un petit peu de terre de sienne et vous passez. Voilà. Et vous passez. Voilà. Hop. Et aussi les rochers. Alors, je vous parlais de la touche aussi, parce que la touche est très importante. Je me souviens, quand j'étais étudiant, j'avais un professeur qui nous disait l'impression, vous commencez déjà à peindre. C'est pas juste un fond. Souvent, il y a des peintres à la peinture à l'huile qui ne travaillent pas le fond à l'huile parce qu'ils pensent que ça sèche trop lentement, qu'ils travaillent à l'acrylique. Vous pouvez le faire, mais en fait, vous pouvez aussi vous dire que la peinture bien diluée dans la térébenthine va sécher. Ok? Voilà. Là, on a notre petit bord de mer. D'accord? On va commencer les nuages. Alors, les nuages, vous voyez ces couleurs-là? Si on doit les définir, c'est une espèce de gris, bleu, mais regardez, on va essayer de les trouver dans nos gris chromatiques. D'accord? Donc, ce que vous allez faire, prenez un peu de couleur, par exemple du bleu, voilà, qu'on va mélanger avec un tout petit peu de carmin. Et on va rajouter du blanc. Là, c'est plus bleu. Pour rajouter une pointe. Voilà. Et là, vous pouvez commencer à coup de pinceau. Alors, ce qu'on va faire, pour aller un tout petit peu plus vite, je vais prendre un pinceau plus large. Voilà. N'hésitez pas, vous voyez, ça c'est pas sec encore, vous pouvez aller piocher dedans. Et là, pour le coup, il faut que la peinture soit un peu plus grasse. Pourquoi? Parce qu'elle doit recouvrir de façon opaque notre couleur maigre du début. Un petit peu. Voilà. N'hésitez pas à faire des mélanges. Voilà. Je vais prendre des bleus.
Donc ça c'est un tableau de 1881, donc là on est légèrement post-impressionniste, on est déjà dans une école. Voilà. Là on va continuer. Voilà. N'hésitez pas à faire des grands coups de pinceau. Je vous montrerai après une astuce avec ce qu'on appelle une brosse éventail pour fondre les objets. Mais là, il faut qu'on pose nos couleurs. Voilà. Vous voyez que ma peinture est encore assez maigre. Hein. Vous voyez, ça fait comme un jus aquarellé. Vous voyez que cette peinture-là va vibrer à cause du fond qu'on a installé. On va foncer un tout petit peu. Alors là, je pourrais prendre ces mélanges-là que je trouvais sympa tout à l'heure. Voilà, un tout petit peu de blanc peut-être pour l'atténuer. Là, on a un très beau gris chromatique, là, mais qui est légèrement bleuté. Alors ce modèle, je l'ai mis en description il y a eu pas mal de spam dans les commentaires, vous pouvez les enlever. On va les enlever, je pense. Voilà, vous commencez votre ciel. Et ce qui va se passer, vous commencez un peu à comprendre le principe, c'est que à la fois, et c'est ça toute la subtilité de la peinture à l'huile, c'est que la lumière peut venir à la fois des couches supérieures plus grasses, mais aussi apparaître par le fond coloré derrière. C'est pour ça que ce soleil couchant qui est là, on va le laisser apparaître, non pas par un aplat de couleur, mais plutôt par la couleur qui est laissée visible un peu derrière. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer un petit peu à cette espèce de couleur vert, des terres vertes, etc. Donc là, je peux venir piocher dans mon verre, là, j'avais fait tout à l'heure, et on y va. Encore une fois, on ne fait pas une copie, hein. C'est juste pour s'inspirer, mais je trouvais ça agréable de voir un vrai tableau et non pas une reproduction. Des tableaux comme ça, vous pouvez en trouver hein, sur des brocantes, des sites aussi, ou même des enchères. Vous pouvez trouver des petits tableaux comme ça, que ce soit Draw ou ailleurs, mais vous pouvez trouver des petits tableaux et vous voyez comment c'est fait. C'est pour ça que je vous invite vraiment, quand les musées vont rouvrir, à regarder les tableaux en vrai en fait. Parce que vous verrez quels sont... Un tableau uniforme, ça n'existe pas. Les bons tableaux, ils ne sont pas peints de la même manière de A à Z. Il y a vraiment des différences de couleurs dans la verticalité encore. Et j'insiste là-dessus. Hop, là les petits rochers, on va les faire plus foncés. Ou si vous voyez une couleur plus foncée, ah, là ça me paraissait sympa. Et vous voyez, je la reprends là. On va la refabriquer un tout petit peu. Hop. Je vais prendre du bleu avec du carmin. Vous voyez, j'ai une couleur très très sombre. Si vous avez de la terre de sienne, profitez-en. Excusez-moi, je vais me lever tout simplement. Voilà, pour pouvoir voir la peinture. N'hésitez pas. J'ai pas pu me mettre à la verticale. Beaucoup de peintres travaillent à la verticale. C'est un petit peu le stéréotype du peintre qui travaille sur chevalet, mais on peut travailler évidemment à plat. Ce que je vous montre là, c'est une peinture qu'on va appeler à la prima, c'est-à-dire que dans un temps donné, mettons si vous êtes face à un paysage comme ça marin, vous allez travailler en une seule fois. C'est-à-dire que vous pouvez travailler en plein air avec de la peinture à l'huile et non pas de l'aquarelle. Attendez, je regarde un petit peu de haut. Ah, ça y est, je vois tous les commentaires. J'arrive pas à ouvrir la bouteille. Ah, ben je répondrai à toutes vos questions. Ça y est, je vois les commentaires. Alors, est-ce qu'il y a des petits problèmes peut-être de mise au point? Tout à l'heure, je voyais pas les commentaires, mais apparemment, ça a l'air de bien se passer. Enfin, j'espère dans cette nouvelle organisation.
Exactement. Et je remercie Claire et Alain de répondre à vos questions. Il y aura le replay. On va continuer. Alors là, maintenant, on va prendre une peinture beaucoup plus grasse. Donc là, par exemple, si je veux obtenir du vert, je prends mon bleu et mon jaune. Et là, ben, je dilue moins dans la térébenthine. Et donc, ça va plus recouvrir. Je vais avoir une opacité. Alors, on va le laisser comme ça pour l'instant. On va s'occuper du bas. Donc là, pareil, vous avez une couleur un petit peu neutre. On va se servir de nos couleurs. Soit, vous voyez, ça, on est là à peu près. Ça, c'est les couleurs que j'ai obtenues par les primaires, plus un peu de blanc. Je peux y revenir. J'ai mal nettoyé mon pinceau. Vous voyez, donc c'est bien, parce que les erreurs, ça nous apprend. On apprend bien des erreurs. Ce qui est bien à la peinture à l'huile, c'est que pratiquement tout est réversible aussi. C'est-à-dire que vous pouvez travailler, revenir dessus, vous pouvez enlever une tache avec de la térébenthine ou du white. Il y a beaucoup d'effets qui sont facilement rectifiables. Là, on va aller un petit peu dans les bleus, vers la mer un petit peu là. Je rajoute un petit peu de blanc. Vous pouvez faire les mélanges soit sur une palette, soit sur un papier comme j'ai fait, soit directement sur la toile. Voilà, j'ai posé les grandes lignes. On voit que là, la mer, elle n'est pas très bleue, elle est plutôt verte. Où c'est que j'ai ça à peu près? Ben, c'est là, justement. Donc, on va le faire là. Voilà. Je sais pas vous, mais je vois déjà un soleil couchant. Les vagues, on va le faire vraiment à l'extrême fin. Alors, il y a une petite montagne, vous voyez, derrière en bleu. On va revenir sur un bleu plus clair. Je vais prendre un pinceau plus fin pour le coup. Voilà, je nettoie. Hop, on va remettre un petit peu là-dedans, merci. Donc, on nettoie bien. Voilà. On va faire notre petite... Vaut mieux faire plus sombre et appeler atténué. Voilà. D'accord, on fera le bateau à la fin. Là maintenant, on va y aller directement. Prenez un pinceau assez large et on va vraiment s'occuper des nuages. Vous voyez que là, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais là par exemple, on voit le fond. Là, c'est maigre et c'est plutôt sombre et c'est plutôt assez doux, presque transparent. Et là, par exemple, le nuage est beaucoup plus gras avec du blanc. Donc là, on va y aller directement. Prenez du blanc et vous allez voir que les couleurs vont se mélanger entre elles et vous allez pouvoir sculpter des nuages. Alors la touche, souvent on parle de la touche. Vous imaginez bien que la touche, c'est un petit peu la clé de toute la peinture. L'histoire de la peinture, c'est l'histoire de la touche en fait. Pourquoi Manet fait scandale? Parce que justement, il enlève cette touche, ce fameux, on va dire, sfumato hérité de Léonard de Vinci, où on est censé ne pas voir le coup de pinceau. Mais les impressionnistes après vont dire, mais non, on voit les coups de pinceau. C'est ça la magie de la peinture, c'est-à-dire que à la fois, vous voyez comment c'est fait, mais vous voyez au-delà. C'est-à-dire que ça représente quelque chose d'autre. Donc si vous regardez, on a peu l'occasion de voir des toiles de Raphaël de très près, mais si vous prenez des manuels par exemple, avec des toiles de Raphaël et des gros plans, vous allez voir les coups de pinceau. C'est quasiment impossible d'enlever les coups de pinceau. Alors il y a une astuce très simple aussi, vous voyez par exemple, ça s'appelle une brosse éventail. Alors souvent on se demande à quoi ça sert cette brosse. Vous allez voir par exemple, quand je passe ma brosse éventail, ça me permet de fondre des matières. Et vous voyez, et là par exemple, j'enlève les coups de pinceau et je peux, vous voyez,
Voilà, exactement, ça lisse tout. Alors la brosse éventail, c'est assez chouette parce que vous voyez, ça lisse tout, etc. Alors il faut s'en méfier aussi de ne pas trop faire comme ça, parce que ça fait perdre un petit peu de l'intensité à la toile. Mais, vous voyez comme ça fait ça. Alors la brosse éventail, il faut vraiment l'utiliser pure et vous la nettoyez après, parce qu'après, vous voyez, ça véhicule de la matière là. Voilà. Ça permet de fondre. Vous voyez, ça peut faire des effets de pluie aussi comme ça. Là, j'extrapole un petit peu. Si je m'écarte un petit peu du tableau, ce n'est pas grave. Ok? On va laisser la brosse éventail de côté. On va continuer avec notre blanc. Voilà. Alors là, on va recommencer nos nuages un peu plus foncés. Je reviens. Vous voyez, donc là, l'avantage de la peinture à l'huile qui ne sèche pas vite, ben, c'est que vous pouvez travailler longtemps avec des mélanges qui sont là. Ceux qui travaillent en ce moment à l'acrylique, je pense que leurs petits mélanges, si vous avez fait là, ils sont déjà secs. Hein. C'est à la fois l'avant. Chaque technique a son avantage et son inconvénient. Donc l'acrylique qui sèche très vite, c'est très bien, mais aussi ça ne permet pas de revenir. Là, si je reviens là-dessus, c'est pas sec, hein, donc je peux travailler dessus assez longtemps. On va foncer un tout petit peu pour un petit peu accélérer. Si vous ne le faites pas exactement au même rythme que moi, ce n'est pas grave, vous aurez le replay pour le faire. Sachant que là, donc à moins d'1 heure, parce que j'ai toutes petites mes explications, c'est aussi pas évident de faire une toile comme ça, mais on peut quand même arriver à des effets là. Là, moi, je vois que c'est plus sombre, là, vous le voyez aussi. Donc là, je vais revenir dans des couleurs là, plus sombres. Voilà. Et là, je mets de moins en moins de térébenthine. Je fonce de plus en plus avec des couleurs grasses. Alors, pareil aussi, regardez Boudin. Regardez Turner, j'en parle, enfin si j'en parle, mais c'est hallucinant tout ce qui est Turner, cette modernité. Mais regardez les ciels de Boudin, vous en voyez, il y en a beaucoup dans les collections. Alors ceux qui sont à Paris, n'hésitez pas à aller évidemment dans tous les musées. Je voulais parler aussi d'un Rembrandt au Petit Palais qui est absolument magnifique. Mais dans tous les musées de France, de province, à l'étranger, vous trouverez des toiles de maître et n'hésitez pas à les regarder de près pour voir comment ça a été fait justement. Et Boudin, par exemple, qui est un maître des ciels, qui a vraiment inspiré tous les peintres impressionnistes, peut être regardé, vous les regardez de près. N'hésitez pas à vous approcher des toiles pour pouvoir un peu voir comment c'est fait. Voilà. Alors, vous voyez, regardez, si je fais ça, c'est un peu trop systématique. Donc, il faut essayer de créer à la fois des touches qui soient vives, homogènes, qui ne soient pas forcément répétitives. D'accord? Ensuite, moi je pense qu'on a un petit peu de vert pour la mer. Voilà. Et on va descendre là et on va mettre du blanc par-dessus. Ok. Le petit bateau, on le fera à la fin. Là, c'est très sombre. Là, n'hésitez pas, pour les couleurs très sombres, là, on va aller dans les contrastes. C'est-à-dire qu'on va aller vraiment vers les sombres et vers les clairs. On revient sur notre petit là, et là je vais aller sur des couleurs terre. Voilà, terre de Sienne. Imaginez que vous êtes en Bretagne, en Normandie, sur un bord de mer, et vous voyez un paysage comme ça qui est assez, à la fois assez répandu, assez commun, mais que vous pouvez essayer de sublimer par une peinture faite, ce qu'on appelle à la prime.
Et je vous assure que la satisfaction d'avoir un croquis vite fait à la peinture à l'huile, voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, je vais me lever un petit peu. Oui, vous voyez, on dirait qu'il y a un petit peu un soleil couchant là. Alors, il y a un petit peu de rose là, on va pouvoir essayer de le mettre un petit peu. Là, je vais mettre un petit peu de blanc pour les vagues. Après, je voudrais vous parler après du glacis, on le verra. Là, je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin. Voilà. Voilà. Donc là, pour le coup, le blanc arrive en dernier. Si j'avais fait cette toile à l'aquarelle, le blanc aurait été laissé en réserve. D'accord. Alors ce qu'on va faire, donc vous voyez, il y a vraiment un soleil couchant, j'aimerais bien qu'on ait une touche légèrement orangée. Donc l'orangé, vous voyez, il était là. Je nettoie mon pinceau, je prends une couleur orangée, un peu forte, donc je la ténue avec voilà, du blanc. Vous voyez, et ça peut être agréable. Voilà. Okay. On va foncer un tout petit peu. Donc là peut-être je m'arrête de parler un petit peu parce que je le fais aussi. Il y a une part d'artisanat, puis il y a une part aussi d'essayer d'avoir des intuitions vis-à-vis de ce qu'on voit. N'hésitez pas à travailler les objets, les nuages, en regardant l'ensemble. Hop. N'hésitez pas à plisser les yeux. Pourquoi plisser les yeux? Là, ce que je suis en train de mettre, ce qu'on appelle, c'est des teintes, des couleurs. Par contre, la mer, par exemple, plisser les yeux, vous voyez que la mer, avec le petit bateau, est assez sombre. Et ça s'appelle une valeur. On peut avoir une couleur claire qui est foncée. Je m'explique. Une teinte jaune peut avoir une densité de valeur qui est plus importante. Alors, le ciel, brosse éventail, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez le faire aussi. Il y a beaucoup de peintres qui travaillent avec les doigts. J'ai beaucoup d'élèves qui aimaient beaucoup travailler avec les doigts. Donc là, ce que vous êtes en train de faire, c'est un travail de la matière. Je vous ai mis dans les exemples deux toiles qui, pour moi, communiquent à travers le temps. C'est une toile de Goya qui s'appelle le chien jaune. Regardez, elle est dans l'intitulé, c'est-à-dire que la toile, elle est rectangulaire en verticale comme ça. La toile, c'est carrément une peinture abstraite. Il y a juste une tête de petit chien comme ça qui apparaît. Et ça donne toute... on n'a pas encore la peinture abstraite, mais on est déjà dans la peinture pour elle-même. Et vous avez un tableau de Roscoe. Je pense que beaucoup de gens connaissent Roscoe. Et oui, il a une quête permanente de la couleur, des effets, des teintes, la différence entre un carmin et un vermillon, etc., etc. Donc finalement, quand vous regardez un Goya, quand vous regardez un Rubens, quand vous regardez un Chardin, quand vous regardez un Turner, ben on a toujours un petit peu les mêmes effets de matière. Alors, dans le descriptif, quelqu'un me parlait de l'importance des fondus, notamment au pastel, et c'était très très bien vu. Beaucoup de peintres se sont mis au pastel. Chardin, par exemple, à la fin de sa vie, s'était mis au pastel. Il y a des problèmes de vue. Et son célèbre autoportrait avec ses petites lunettes, et vous verrez par exemple que les couleurs de la carnation de ses joues, il y a 1000 couleurs, quoi. Il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du rouge. Quand vous regardez des Rubens en vrai, par exemple, vous voyez que il y a
sous le nez, mais pour faire une ombre, vous ne prenez pas forcément du noir. Vous pouvez mettre du bleu, vous pouvez mettre d'autres couleurs comme ça, qui sont beaucoup plus vibrantes. Voilà, alors vous imaginez bien qu'on pourrait y passer des heures et des heures sur une toile comme ça, mais vous dites par exemple, si vous êtes en vacances, si vous travaillez, vous dites, bon, mais je sais que pendant juste 3/4 d'heure, 1 heure, je peux faire une toile à la peinture à l'huile. Et je vous rassure, souvent on se dit, mais quand c'est que j'ai fini? Alors là, je citerai Paul Valéry, qui disait à propos des livres, mais on pourrait l'appliquer à la peinture à l'huile, on ne finit pas une toile, on l'abandonne. Alors voilà, c'est un bon mot, mais qui veut bien dire ce qui est. C'est-à-dire que souvent, on se dit, mais quand arrêter une toile? Ben, c'est dur d'arrêter une toile, parce qu'il y a toujours quelque chose à reprendre, le lendemain, le jour même, etc. Il y a une anecdote célèbre où il paraît que Bonnard, à une exposition de lui-même, était arrivé comme ça avant l'ouverture, le vernissage, était arrivé avec ses tubes de peinture pour continuer à travailler parce qu'il disait que c'était pas encore assez fini. Est-ce que l'anecdote est vraie? On n'en sait rien, mais en tout cas, ça montre bien qu'un peintre n'est jamais totalement satisfait de son œuvre jusqu'au bout. Donc au bout d'un moment, il faut l'abandonner. Surtout, il faut laisser reposer, regarder le lendemain, retoucher, etc., etc. Donc là, il y aurait 1000 choses. Vous pensez bien que cette toile-là, ben, je pourrais la recommencer, continuer, mettre des accents, etc., etc. Mais c'était pour le faire en temps réel avec vous. Et je serais ravi de voir dans vos commentaires ce que ça a donné. Vous n'êtes pas obligé de le poster maintenant. Pour ceux qui l'ont fait maintenant, n'hésitez pas. Mais aussi, vous pouvez le poster dans les prochains jours. J'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez des conseils, voilà. Je n'hésiterai pas à répondre à toutes vos remarques. Pour l'instant, on va le laisser un petit peu comme ça. Parce que je voudrais aborder d'autres choses. On enlève ça rapidement quand même. Voilà. Voilà, alors c'est pas comme le modèle évidemment. Je connais pas ce peintre, il faudrait faire que je fasse des recherches, mais je trouve qu'il y a une très belle pâte. Et voyez comment on l'a obtenu. Donc vous voyez l'importance des fonds. Voilà. Juste, il nous reste quand même un petit peu de temps. Je voudrais vous parler de choses quand même assez importantes. Et vos paysages, vraiment, n'hésitez pas à les poster, je serai ravi de voir. Moi, j'ai fait un petit peu, je vais vite, il faut que je parle en même temps que je m'occupe de tout ça. J'espère que vous avez bien vu. Mais n'hésitez pas, prenez votre temps et postez, même dans plusieurs jours. Je répondrai avec grand plaisir. Une petite chose. Il faut juste que je l'en mette. Imaginez maintenant, je vous ai parlé du glacis. Si je retrouve, voilà. Hop, un petit paysage que j'ai fait la semaine dernière pour que ça sèche bien. Le glacis. Le glacis, on me demande ce que c'est souvent le glacis. Le glacis, ça agit comme un verre coloré sur une surface qui est entièrement sèche. C'est pour ça que je ne peux pas vous le montrer sur le paysage qu'on vient de faire. Techniquement, ce n'est pas possible. Il faut que la peinture soit, voyez, entièrement sèche. Une peinture à l'huile, ça peut mettre, si elle est très épaisse, ça peut mettre des semaines, voire des mois, à être vraiment oxydée à l'intérieur. Vous le verrez d'ailleurs. Cette peinture-là, vous voyez, ça fait un gros monticule. Si vous voulez le garder, n'hésitez pas, vous mettez un film plastique, vous mettez au frigo et ça va vous durer assez longtemps. Sauf que là, il y aura une couche superficielle qui va être un petit peu dure. Vous la creusez un tout petit peu avec une pointe et à ce moment-là, dedans, ça sera toujours de la peinture fraîche. Ne jetez pas si vous pouvez. Alors, comment agir avec un glacis? Là, vous voyez, par exemple, j'ai fait un paysage avec des nuages. Le glacis va agir comme un filtre coloré. Je vais prendre un pinceau, voilà, et je vais le nettoyer. Je vais bien le nettoyer, voilà. Parfait. Et là, par exemple, j'ai envie de mettre une atmosphère. Vous voyez ça? Le petit coucher de soleil, c'est un peu pareil de ce qu'on vient de faire. Je l'avais fait exprès, mais c'est pour vous montrer. Par exemple, je voudrais que ce ciel soit un petit peu plus rosé. Ma peinture est sèche, je ne peux pas revenir dessus, c'est pas possible. Parce que mes nuages me plaisent comme ça, par exemple, je ne peux pas revenir. Là, je vais agir avec ce qu'on appelle un glacis. Alors, il faut savoir que les glacis, c'est une technique dès le début de la peinture à l'huile, c'est-à-dire on applique des couches colorées extrêmement maigres, mais qui sont, pour être vraiment très précis, un tiers de térébenthine, un tiers d'huile de lin et un tiers de cicatif, c'est-à-dire
d'un médium qui permet à la peinture de sécher légèrement plus rapidement. Quand vous voyez les carnations chez Vermeer ou chez Léonard de Vinci, il y en a tellement que même les scientifiques n'arrivent pas à voir combien de couches il y a, tellement fines. Là, je vais vous appliquer un glacis, on va dire, extrêmement simplifié, mais qui va vous montrer comment ça agit. Vous prenez un petit peu de carmin, par exemple. Hop, et vous le diluez, exactement comme la couche de tout à l'heure. Comme une couche d'aquarelle. Ok? Et là, par exemple, ce nuage, j'ai envie qu'il soit rosé. Hop. Et bien, je passe dessus. Et ces nuages-là deviennent rosés. Ça, c'est un glacis. Les puristes me diront c'est très expéditif, mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire que je ne touche pas à la couche picturale, mais je transforme la couleur, la teinte de mon nuage, comme si j'appliquais un vert coloré. Exactement comme des vitraux. Là, par exemple, j'ai envie, je sais pas moi, que ces nuages soient plutôt jaunes. Je fais des essais, hein, c'est pas très cohérent là, mais vous comprenez bien que ce sont des exemples. Je prends du jaune, que je dilue. Là, je le dilue juste avec mon diluant. Il faudrait évidemment faire un mélange, voilà. Regardez. Mon nuage qui était blanc, hop, il devient jaune. Alors, je peux le faire plus jaune, etc. Alors, il faut savoir que les glacis n'éclairent jamais. Ils ne font que modifier la couleur. Et vous voyez mes nuages d'un coup? D'un coup, mon ciel a un tout autre aspect. C'est-à-dire que ça, c'est la technique du glacis. Mais ça, par contre, il faut absolument que vous le posiez sur une surface entièrement sèche. Pourquoi? Parce que si la surface n'est pas sèche, vous allez embarquer la peinture et vous ne pourrez pas peindre dessus. Donc ça, c'est la technique du glacis. Et on trouve notamment chez Daler-Rowney les trois éléments dont j'ai parlé. Donc là, au milieu, nous avons notre diluant. Donc nous avons, comme j'ai expliqué dans mon petit, vous savez, mon petit diagramme maigre, gras. Donc vous avez le tube de peinture qui est déjà gras. Vous avez votre diluant, ça peut être de la térébenthine, ou là, un diluant sans odeur. Et je vous avoue que c'est très très agréable, surtout pour les personnes qui travaillent en intérieur. Donc là, je l'ai là. Plus je mets ça, plus ça va devenir maigre. Et là, j'ai de l'huile de lin. Et là, vous vous souvenez mon petit schéma? Maigre, gras. Donc la peinture gras sur maigre, en progression comme ça. Donc commencez par du maigre, très dilué. Vous arrivez progressivement à la couleur sortie du tube. Et si vous voulez plus empâter, vous mettez de l'huile de lin. Là, j'ai pas eu le temps de mettre de l'huile de lin, mais imaginez ça, cette couleur-là, encore plus grasse. Et là, ça peut mettre beaucoup de temps avant de sécher. Et vous avez notamment, pareil chez Daler-Rowney, comme des dessiccatifs, c'est-à-dire, dessiccatif, c'est quelque chose qui permet de faire sécher la peinture plus rapidement. Donc, voilà, l'heure est à peu près passée. J'en profite pour vous montrer, c'était un petit clin d'œil, vous le reconnaissez je pense, on va dire que c'est notre fil conducteur, je l'avais travaillé voilà, à la plume, etc., au lavis. Donc voilà notre petit, merci Joseph. Vous vous souvenez? Voilà, c'était lui. Donc n'hésitez pas si vous pouvez le faire à l'aquarelle, à l'encre, etc., etc. Donc je vais le poster ça. Vous allez voir que les carnations, on me demande souvent quelle est la couleur de la carnation. Je n'en sais rien et personne ne le sait. Parce que si vous êtes éclairé par une lumière plutôt jaune, plutôt rouge, les couleurs de la peau changent et qu'elles soient plus ou moins claires, foncées. Il n'y a aucun truc. Après, chaque peintre, Rubens par exemple, son petit mélange, c'était carmin, ocre jaune, je crois, et ocre rouge, pour obtenir des carnations. Mais vous pouvez totalement imaginer, et encore une fois, regardez Chardin en vrai, notamment ces pastels, vous verrez qu'il y a 1000 couleurs, et l'impressionnisme nous apprend ça, effectivement, que Matisse, avec son portrait de sa femme, avec la raie verte comme ça sur son nez, on peut travailler les couleurs comme de la carnation. Voilà, c'est passé très vite, j'espère que la technique était plus au rendez-vous. Je vous invite à bien vous inscrire si vous voulez gagner tout ce matériel sur le concours qui a été mis en exergue de l'atelier, des blocs Canson XL, de la peinture georgiane super fine
très agréable et que j'emploie moi avec un grand plaisir, et des pinceaux de chez Daler Rowney Georgia. Voilà. Donc n'hésitez pas à participer, à poster vos commentaires. Nous vous remercions très sincèrement de votre présence. Vous êtes de plus en plus nombreux à nos ateliers. Le post de la vidéo de Zoé sur la Tour Eiffel, nous faisons tout en notre pouvoir pour la remettre en circulation, parce que vous avez été nombreux à la suivre. Donc n'hésitez pas à nous poster vos œuvres. Voilà, je remercie chaleureusement Alain et Claire qui m'ont aidé à préparer cette séance et qui ont répondu en direct à vos questions. Je remercie particulièrement et vraiment chaleureusement également Joseph, ami et voisin, qui m'a prêté, qui m'a accueilli dans son lieu qui est un peu plus vaste que le mien. Donc je le remercie chaleureusement. Et un petit clin d'œil à mon fils qui fête ses 10 ans aujourd'hui. Voilà, je l'embrasse fort. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.